m'entend bien, tout va bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Fanny et je suis en troisième année à l'école d'infirmière de Besançon. Donc moi ici je viens pour nous justement pour vous parler du métier d'infirmier et surtout aussi de la formation, comment on y accède et comment ça se passe. Hop. Donc déjà la première partie c'est comment on rentre à l'IFSI. Donc l'IFSI c'est l'Institut de formation en soins infirmiers. Donc l'entrée principale, je dirais, c'est par Parcoursup. Alors l'entrée par Parcoursup, c'est récent, ça date d'il y a 3 ans. En fait, ma promotion était la première promotion à rentrer par Parcoursup. Avant, c'était un concours avec écrit, oral, mais ça maintenant c'est fini. Donc Parcoursup, c'est comme pour toutes les formations, on s'inscrit, on remplit un dossier, lettre de motivation. Et puis après, on a beaucoup de choix d'écoles. Si on s'inscrit sur Parcoursup, on peut demander jusqu'à 20 écoles, je crois, en France. Ensuite, une autre entrée pour aller à l'IFSI, donc c'est la voie par la première année commune aux études de santé, donc passe avec le choix de la spécialité 6 infirmière qui nous fait rentrer par contre là directement en deuxième année. Et ensuite, il y a plusieurs autres solutions qu'on retrouve aussi beaucoup dans les promotions, c'est les formations professionnelles qui sont payées par l'employeur. Donc ici, c'est beaucoup le CHU qui paye des formations, par exemple, pour les aides-soignants. Ensuite, la Pôle emploi peut aussi payer la formation. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont payés par Pôle emploi et qui viennent faire la formation. Et puis après, il y a aussi plusieurs passerelles venant de médecine, sage-femme, odontologie. Voilà. Donc ça, c'est les voies principales. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, moi, je vais vous parler de la formation et surtout des stages, parce qu'il faut savoir que nous, on a beaucoup de stages durant notre formation. Donc, je l'ai mis en haut 15 semaines en première année, 20 semaines en deuxième année et 25 semaines en troisième année. Donc, en fait, les années sont divisées voilà, entre des périodes de cours et des périodes de stage. Souvent, c'est ça, c'est 10 semaines, 15 semaines de cours, 15 semaines de stage ou 10 semaines de stage. Donc, pour valider en fait la formation, donc sur nos 3 ans, il y a 4 typologies de stages obligatoires. On doit forcément passer dans du service de soins de courte durée, donc c'est tous les services un peu, je dirais, classiques de l'hôpital, avec du conventionnel, des soins intensifs, voilà, tout ce qu'on peut retrouver à l'hôpital. On doit aussi passer par de la santé mentale et psychiatrie, que ce soit en hôpital de jour, dans les CMP, il y a vraiment beaucoup de choix. On retrouve aussi les soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation, donc c'est tout ce qui est rééducation, SSR, les centres, par exemple le centre des Tilleroy ou même en clinique, souvent il y a des centres de réadaptation. Et la dernière grosse typologie de stage, c'est les soins individuels ou collectifs sur les lieux de vie. Donc ça, c'est tout ce qui est EHPAD, soins à domicile, tout ce qu'on retrouve auprès surtout Les masses aussi, les masses, c'est compté comme des lieux de vie. Donc voilà, pour les stages. Et donc pendant nos stages, on a 10 compétences à valider. Donc en fait, durant toute notre formation, on a ce qu'on appelle un portfolio qui nous suit. Et on aura après chaque stage un bilan avec les 10 compétences. Et donc en première année, on commence par valider 2 compétences. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin de notre troisième année, sur tous nos stages, on ait validé toutes nos compétences. À savoir que souvent, on les valide quand même avant. Au niveau Donc, je vais vous parler un peu du portfolio parce que c'est quelque chose pardon, qui nous suit sur toute notre formation. Et c'est là où sont répertoriés tous nos stages, tout ce qu'on a fait. Et c'est un peu notre suivi. Donc, hop, je vous montre le mien que vous voyez un petit peu. Je ne sais pas si vous me voyez moi, mais ça ressemble à ça. C'est un livret bleu. Et dedans, donc voilà, vous retrouvez toute l'évolution de validation de vos compétences. Pendant votre stage aussi, vous allez avoir, il y a quelques petits travaux à réaliser, comme des analyses de situation professionnelle. En fait, on va vous demander, par exemple, de retenir une situation qui s'est passée pendant votre stage, qui vous a marqué ou pas, en bien ou en mal, et de l'analyser et de faire un écrit dessus qui va être pareil, répertorié à la fin de ce portfolio. Ce portfolio, en fait, à la fin de votre troisième année, il va être récupéré.
et il va servir pour l'évaluation et pour l'obtention de votre diplôme. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes juste un peu juste au niveau de votre diplôme et qu'on voit que votre portfolio, il est bien, il est complet, il y a beaucoup de choses dedans, ça peut aussi aider à l'obtention de votre diplôme. C'est des petites choses qui peuvent rattraper, voilà. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Et ensuite aussi, je vais vous parler du stage pré-professionnel qui se passe en troisième année. En fait, c'est le seul stage qu'on peut choisir. Vers le deuxième semestre de deuxième année, on va vous demander de faire des choix, donc de faire une liste des vœux en fait, et de choisir un stage qui vous intéresse vraiment. Alors normalement, ça peut se faire partout, c'est-à-dire que vous pouvez même partir à l'étranger, faire de l'humanitaire, enfin vraiment, il faut vraiment se lâcher et pas hésiter à partir pendant ce stage. Là, nous, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que Covid, donc voilà. Là, depuis, ça doit faire 3 ans que non, personne ne peut partir à l'étranger. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc, durant la formation, donc là, je vais parler du côté stage, là, je vais vous parler du côté cours. Au niveau des cours, nous, en fait, tout est divisé en UE et il y a 6 gros modules. Les 6 gros modules, on les voit tout au long de notre formation sur les 3 ans. Par exemple, on va avoir un module, le module l'UE2 en fait, et ça sera tous les processus. Par exemple, en première année, on a les processus traumatiques. En deuxième année, on a tout ce qui est processus inflammatoire, obstructif. Et en troisième année, là, on est plus sur les processus cancéreux, tout ce qui est soins palliatifs, tout ça. Et en fait, voilà, les 6 gros modules sont divisés sur les 3 ans par des sous-UE, en fait, on peut appeler ça, qui, eux, sont dispatchés dans les semestres. Donc, voilà. Nos cours, ils sont dispensés sous forme de CM. Nous, tous nos CM, c'est des Moodle faits par des professeurs de l'hôpital et qui peuvent être ensuite retravaillés par nos formateurs à nous pour nous aider à les assimiler. Parce que c'est vrai que les Moodle, souvent, en plus, on a souvent des Moodle les mêmes que ceux, par exemple, dispensés aux médecines ou à d'autres matières qui sont donc très condensés. Il y a beaucoup de choses. Et nous, toutes les informations ne nous concernent pas. Donc c'est vrai que là-dessus, les formateurs, ils nous aident beaucoup à reprendre tous les Moodle pour sélectionner et nous aider à assimiler les connaissances. Donc tout ça, c'est sous forme de TD. Donc tous les TD sont préparés par nos formateurs et les TP, les travaux pratiques. Alors les travaux pratiques, en fait, ça va être tout ce qui est acte infirmier propre. Par exemple, on va nous entraîner à faire des prises de sang, tout ce qui est transfusion, tout ce qui est champre implantable en troisième année. Alors c'est vrai qu'en ce moment, nous depuis 3 ans, avec le Covid, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel, donc ça a été un peu mis en pause certains TP. Mais j'espère que ça va reprendre et que l'hôpital va bien vouloir nous refournir en matériel pour ça parce que c'est vraiment intéressant et ça évite de se retrouver surpris en stage par des situations qu'on n'a pas trop rencontrées. Donc voilà, les UE sont validés par des ECTS à chaque semestre. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que nous, en école inférieure, on travaille beaucoup, beaucoup en groupe. C'est-à-dire que ce soit pour des TD ou même des partiels, on se retrouve souvent à travailler en groupe et c'est vraiment très enrichissant. On est assez libre là-dessus. Donc voilà. Et tout aussi, je voulais vous dire, tout au long de la formation, on est suivi par chaque étudiant a un formateur de suivi pédagogique. C'est-à-dire que c'est un seul formateur qui vous connaît, qui vous suit pendant les 3 ans. Et en fait, ce formateur, c'est un peu votre référent dans l'école, c'est-à-dire que s'il y a un souci, s'il y a des interrogations, si des stages se passent mal, ou même voilà, quoi que ce soit, en fait, il est là pour vous, il vous connaît. C'est lui qui vous représente aussi lors des grosses commissions d'attribution des ECTS, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment un vrai suivi et qu'on est très proche de ce formateur, mais même des formateurs en général qui nous connaissent le plus souvent. Parce que là, les promotions, en première année, on est à peu près 172 et en troisième année, entre ceux qui arrêtent, qui abandonnent, on se retrouve à peu près à 100, 130, 120. Donc il y en a quand même on reste quand même 130 étudiants, mais on se connaît, on est des grosses promotions, mais on est toute la journée ensemble, donc c'est vraiment assez intéressant. Et je voulais aussi vous parler un peu d'une journée type
pardon, d'une journée type à l'école d'inf. Souvent, en fait, la journée elle est divisée en deux. Donc, on a un cours le matin, que ça soit CM, TD, TP, travail en groupe en autonomie. Et l'après-midi, pareil, en fait. On aura, mais sur un autre sujet. Donc, ce qui fait que c'est des gros morceaux de 4 heures sur un même cours. Mais ça permet d'être dans le mood pendant 4 heures à fond et après de changer l'après-midi. Donc, voilà, c'est un peu les journées type qu'on a. Pardon. Donc ensuite, comment avoir son diplôme? Donc, durant chaque semestre, on va avoir des partiels. Il faut savoir que les partiels, ils ne sont pas forcément à la fin du semestre, parce qu'en fait, on jongle avec les stages. C'est-à-dire que, par exemple, pendant un semestre, on va avoir le début du semestre des cours, ce qui fait qu'en fait, au milieu du semestre, on va passer nos partiels sur les cours qu'on a eu avant, et la fin du semestre, ça va être que du stage. Donc voilà. Donc on a 2 grosses sessions de partiels durant l'année, à chaque semestre. Il y a aussi, il ne faut pas oublier la validation des stages, parce que les stages, ça compte pour la validation du semestre. On peut avoir des stages de rattrapage l'été si jamais un stage se passe mal, ce qui peut arriver. Des fois, ça peut être notre faute, pas forcément. Ça peut mal se passer avec l'équipe ou un stage mal compris. Donc voilà, ça arrive et c'est pas grave. Il existe des stages de rattrapage. Au niveau des partiels, on a toute forme de partiels vraiment. On a la sous forme de rendu, de dossiers rendus écrits avec des normes. On peut avoir des TP. Nos TP sont évalués. Par exemple, les TP évalués en première année, c'était la perfusion. En deuxième année, c'est la transfusion. Et en troisième année, là, c'est la chambre implantable. On a aussi beaucoup d'oraux. Les oraux, ils peuvent être en groupe, individuels. Ça dépend vraiment des UE. Et il y a aussi donc le classique devoir sur table en amphi, mais c'est vrai que il y en a pas beaucoup par rapport au nombre d'UE qu'on a. Parce qu'on a environ 10 UE par semestre. Et c'est vrai qu'en devoir sur table, on a peut-être 3 ou 4 UE au maximum en devoir sur table. Le reste, c'est d'autres choses. En deuxième année, ils nous font même des fois rendre des espèces de choses pratiques. En fait, ils nous ont demandé de faire une œuvre, de rendre voilà, de laisser notre imagination s'exprimer. Donc ça, c'est intéressant aussi de ne pas avoir que des devoirs sur table et d'avoir vraiment toutes sortes de supports pour la validation. Et en troisième année aussi, il y a le mémoire de fin d'études. Donc ça, c'est un travail qu'on a sur tout le semestre 6, le dernier semestre, qui se fait en groupe pour notre LIFSIT Besançon. Ça dépend. C'est vraiment aléatoire en fonction des... Après, tout ce que je vous dis aussi là, c'est beaucoup pour l'IFSI de Besançon. Enfin, ça se passe de manière différente dans d'autres IFSI, c'est très IFSI dépendant. Donc le mémoire de fin d'études, voilà, c'est en groupe, c'est une revue de littérature, donc c'est l'étude d'articles scientifiques sur un sujet qui nous intéresse. Voilà. Et donc, à chaque semestre, on a la présentation du bilan de stage et des partiels à la CAC. La CAC, c'est la commission d'attribution des crédits, pardon. Et donc, c'est là qu'ils vont donner nos notes avec nos ECTS. Voilà pour ça. Donc, moi, je vais vous dire ce qu'il faut retenir un petit peu de la formation en général. C'est une formation, en fait, qui est quand même très intense parce que sur 3 ans, on a beaucoup de cours et beaucoup de stages. C'est-à-dire qu'on est vraiment à fond de septembre à juillet. C'est comme une année scolaire. On finit pas les cours en avril ou comme à la fac. C'est vraiment très intense. On a peu de vacances ou alors nos vacances sont souvent prises par les révisions. Il faut aussi un investissement personnel important parce que souvent on va rentrer de stage, on va être fatigué, on aura une grosse journée, mais il va falloir aussi s'investir personnellement pour rendre les travaux écrits et tout ça. Donc il faut, il faut quand même travailler. Mais par contre, c'est une formation qui est vraiment enrichissante au niveau des stages. Enfin, on en apprend beaucoup tout le temps et les stages, ils sont très diversifiés, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans tous les milieux. Donc c'est vraiment très intéressant. On rencontre beaucoup de professionnels de santé, soit sur nos lieux de stage, soit qui interviennent aussi à l'école. On peut avoir des diététiciens, des médecins, des infirmiers qui travaillent.
des psychomotes, enfin, il y a vraiment, on peut rencontrer tous les professionnels de santé et c'est très, très intéressant. Et puis bah, le suivi personnalisé quand même rapproché qu'il n'y a pas à la fac, hein, clairement. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du métier. Alors là, je vous ai mis des exemples en fait de ce que peut faire un infirmier, mais en fait, il y a tellement une palette variée d'actes et de compétences que je vous ai pas tout mis. Je vous ai mis un peu les principales. Donc, c'est l'administration des traitements sur prescription médicale. Donc ça, je pense que vous savez. L'éducation thérapeutique qui a une place très très importante dans notre métier, vraiment. On a beaucoup de cours dessus et c'est vraiment central sur notre métier. On fait aussi beaucoup de prévention et de promotion de la santé, notamment, ça je vous en ai pas parlé, mais par le service sanitaire que nous on fait en deuxième année. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros morceau de notre formation parce que ça nous prend 1 an sur les 3 ans presque. Donc voilà. Et puis on a plein de cours sur la promotion de la santé aussi à côté de ça. Et puis, il y a aussi toute la participation réflexive autour de la prise en charge d'un patient en équipe pluridisciplinaire, le côté éthique aussi, qui est de plus en plus développé et qui est d'ailleurs beaucoup plus développé que, par exemple, dans les études de médecine. Nous, on en parle vraiment beaucoup, on a beaucoup de cours dessus, et il y en a un peu moins en études de médecine. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que l'IDE, c'est en fait le lien qu'il y a entre tous les acteurs de la prise en charge d'un patient. On est vraiment central et on coordonne un petit peu, si vous voulez, toute la prise en charge du patient. Ensuite, alors là, je vous ai mis les qualités, si on peut dire, pour être IDE, mais bon, après, voilà, c'est à chacun de s'investir comme il le souhaite. Moi, je dirais être à l'écoute, l'adaptabilité aussi très important, parce que quand on change de service, enfin, ça n'a rien à voir d'un service à l'autre, enfin, d'un lieu d'exercice à un autre. Des qualités relationnelles quand même, apprécier, j'ai mis aimer, mais c'est aider les autres, pardon. Euh, Il y a aussi beaucoup de responsabilités, de la rigueur, et vraiment la clé, je pense que c'est le travail en équipe et la communication. Parce que si on ne communique pas et qu'on ne travaille pas en équipe, tout de suite, ça va beaucoup moins bien. Enfin, la communication, nous, c'est vraiment facilitant et vous allez voir, enfin, si vous êtes amené à le faire, vous allez vite vous rendre compte que c'est très facilitant. Ensuite, au niveau de notre métier, alors les inconvénients, je dirais les contraintes horaires, la rémunération, on va pas se mentir, on n'est pas très, très bien rémunéré. Et puis la fatigue physique et psychologique aussi. Mais à côté de ça, il y a quand même des avantages. Les relations humaines, le travail en équipe, la diversification des lieux d'exercice, vraiment, on a tellement de possibilités dans notre métier. Je pense que c'est un des rares métiers où on a autant de possibilités. Les spécialisations aussi, après, par la suite, je vais vous en parler. Et puis, ben, on est au plus proche du patient tous les jours. Donc voilà. Du coup, les spécialisations. Alors, il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est infirmière puéricultrice diplômée d'État. Donc pour cette spécialisation, en fait, il y a 1 an de formation et elle peut se faire directement après le diplôme. On n'a pas besoin d'attendre pour faire ça. Ensuite, il y a l'infirmier anesthésiste diplômé d'État. Donc ça donne un niveau master. C'est-à-dire que nous, en tant qu'IDE, on a un niveau licence. Et ensuite, si on veut spécialiser en tant qu'anesthésiste, on va avoir un niveau master. Et là, par contre, c'est 2 ans d'études, donc niveau master, mais il faut avoir travaillé 2 ans à temps complet avant de se lancer. L'entrée, c'est sur concours. Donc, le plus souvent, la formation, en fait, elle est payée par l'hôpital dans lequel vous travaillez. Il vous propose, soit vous demandez la formation, soit il vous la propose. Vous passez un concours et après, vous rentrez dans la formation pendant 2 ans. Ensuite, il y a l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Ça, c'est le même principe que pour l'infirmier anesthésiste. Pour l'entrée, c'est un concours qui est proposé et ensuite la formation est payée souvent par le CHU. À savoir que vous pouvez quand même faire la formation si vous n'êtes pas payé par l'hôpital où vous travaillez. Mais c'est à vous parce que du coup, ça fait que vous n'avez pas de salaire et que vous devez en plus payer la formation. Donc souvent, c'est compliqué et ça arrive quand même pas très régulièrement. Et pour être infirmier de bloc opératoire, il faut 18 mois de formation. Et pareil, c'est directement après le diplôme. Et ça, pareil, c'est tout nouveau.
Avant, il fallait 2 ans d'exercice professionnel. Et depuis cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, il n'y a plus besoin, on peut faire directement après le diplôme. Ensuite, on a cadre de santé ou aussi cadre de santé formateur pour être formateur dans les IFSI après. Ça, c'est 2 ans de formation après avoir exercé 2 ans à temps complet. Donc, c'est la même chose qu'infirmier anesthésiste. Et ça, on obtient aussi un grade master. Et ensuite, le nouveau métier, hein, si on peut dire, le truc tout nouveau qui est arrivé il y a maintenant 3-4 ans, je crois, c'est infirmier pratique avancée. Alors, infirmier pratique avancée, on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Pour l'instant, pour rentrer en pratique avancée, il faut juste, enfin, c'est sur dossier et on pourrait le faire juste après le diplôme. Mais ça veut dire que si on fait ces 2 ans de spécialisation après le diplôme, on va pas pouvoir exercer en tant que IPA, donc infirmier pratique avancée, directement après. Il faudra quand même travailler 2 ans en tant qu'infirmier et après travailler en tant qu'IPA. C'est très compliqué. Nous-mêmes, on ne sait pas. Enfin, on a quelques cours là-dessus, mais c'est très vague. Ça nous obtient le grade de master. Il y en a très peu encore dans les hôpitaux. Là, à Besançon, il y en a certaines en oncologie, en néphro, il y en a qui vont arriver en neuro. Mais vous voyez, c'est encore très peu développé et c'est vraiment un nouveau métier. Je pense qu'il, plus tard, va être très intéressant et qui va amener à beaucoup de possibilités. Mais pour le moment, c'est encore un peu, on marche un peu encore sur des œufs à ce niveau-là. Voilà, et donc les passerelles. Donc cette fois-ci, les passerelles depuis l'école d'inf pour aller dans d'autres formations si vous le souhaitez. Il y a la passerelle pour aller en sage-femme. Donc, alors pour ces passerelles, je crois que c'est un peu pour tous la même chose. C'est écrit, lettre de motivation, puis après passer un oral. Donc pour aller en sage-femme, on arriverait directement en deuxième année. Médecine, c'est deuxième ou troisième année. Kinésithérapie, j'ai regardé, en fait, on dispense de certaines validations d'unités. C'est-à-dire que vous allez rentrer en direct, enfin, comme les autres, mais vous serez dispensé de valider certaines unités. Psychomote, c'est deuxième année aussi. Et il y a même, alors ça, je l'ai appris aussi, je ne savais pas, on peut avoir un accès direct au concours pour l'éducation nationale. Donc si jamais vous voulez après vous changer de métier complètement et aller faire prof, c'est possible. Et pareil, il y a une licence sanitaire et sociale qui est ouverte pour les professionnels de santé, enfin infirmiers. Voilà pour ça. Alors, quelques petits mots un petit peu pour finir et pour conclure. Moi, je dirais que la communication, c'est la clé de notre métier. C'est vrai que souvent, on en parle entre, à l'hôpital, par exemple, infirmier, médecin, tout ça, des petites tensions. Mais je pense que si tout le monde communique correctement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, c'est vraiment important de faire attention là-dessus. Il ne faut pas être un simple exécutant et faire exécuter ce que les médecins nous prescrivent. Il faut aussi comprendre pourquoi on le fait et savoir pourquoi on le fait pour ce qui est bon pour le patient. Il est important de se former parce que en fait, on a tellement de possibilités que forcément, il y a un moment, si on veut changer un petit peu, il faut se former, il faut réapprendre. En fait, on apprend constamment parce que on n'a jamais tout vu. Même à la fin de nos 3 ans de formation, on n'aura fait qu'une minime partie de ce qu'on sera capable de faire sur toute notre carrière. Donc voilà, important de se former. Le travail en équipe et en pluridisciplinarité avec tous les professionnels de santé, pareil, très important. Et puis surtout, retenez bien que être infirmier, après, ça ouvre à de nombreuses évolutions professionnelles. Que ce soit en restant infirmier classique, en se spécialisant, les passerelles. Il y a vraiment mais, tellement de choses qu'on peut faire après que voilà, c'est pas un métier où on est fermé et on se dit qu'on va rester infirmier toute notre vie dans notre petit service. Enfin, voilà, faut surtout pas avoir cette idée-là. Voilà pour moi. J'espère que j'ai rien oublié. Merci à tous pour votre attention. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va voir si les questions arrivent, mais bon, déjà, merci Fanny du coup pour ton intervention. Et ben, moi, je me posais une question. Je me disais, qu'est-ce qui t'a fait te dire, toi, pendant ton lycée, tout ça, que tu avais envie du coup de faire ces études-là?
C'est arrivé très tard, moi. C'est arrivé, enfin, jusqu'en terminale, je savais pas trop quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans la santé. Par contre, ça a toujours été un peu une évidence, mais je savais pas quoi dans la santé. Donc, on pense aux classiques, médecine, tout que tout le monde connaît. La PACES, moi, ça me faisait peur. J'avais pas trop envie, donc j'ai un peu effacé cette petite idée de ma tête. J'ai un peu regardé tout ce qui se faisait, et puis après, je me suis vraiment penchée sur le métier d'infirmier, ça paraît un peu comme une évidence au final. Et ça s'est confirmé pendant les stages de la première année. C'était vraiment, enfin, je voulais travailler là-dedans, dans ce milieu-là. Donc voilà. Mais c'est arrivé plutôt tard et c'est pas forcément l'évidence tout de suite. Mais voilà. Alors, première question. Dans quel domaine peut-on travailler? Beaucoup. Beaucoup de domaines. Ah, c'était peut-être cette question-là, c'était peut-être pour les. Oui, je crois que c'était pour Ouais. l'intervention d'avant. C'est Une classe Camille qui a d'accueil, posé une question. on fait 15 semaines de stage en première année, comment ça va se passer? Alors, pour les stages, pour l'instant, nous, c'est un peu flou aussi, mais normalement, en fait, ceux qui vont passer par la passe et qui vont arriver en deuxième année auront un stage de rattrapage de 1 mois pendant l'été. Alors oui, c'est vrai que quand on compare 4 semaines avec 15 semaines, on se dit que c'est un peu énorme. Après, je pense que peut-être que le premier stage, ça sera peut-être un peu plus compliqué que les autres. Mais il faut savoir qu'on s'adapte très vite. Moi, je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus pour ça. En fonction des stages que vous aurez eus, vous allez voir beaucoup de choses et puis les cours aussi. Vous allez avoir beaucoup d'apports théoriques, ça va vous aider durant vos stages. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors, vous aurez un léger retard par rapport aux autres, ça c'est certain, mais c'est qu'il va falloir rattraper. Mais je dirais, c'est un peu comme dans tout, quoi. Il faut, si on s'y met vraiment et qu'on s'investit dans son stage, moi, je pense qu'il n'y aura pas trop de désavantages. En tout cas, pas sur le long terme, quoi. Peut-être au premier stage, mais après, ça ira tout seul. Alors, si on a actuellement du mal avec tout ce qui est perfusion, etc., on peut quand même s'en sortir. Ça, c'est à partir. Alors, du mal avec certaines perfusions, c'est quand quelqu'un qui. En fait, il me faudrait le profil parce que je comprends pas trop la question. C'est quelqu'un qui a déjà fait des stages dans le milieu médical, c'est ça? Ah, C'est pareil? si tu veux, Camille, peut-être que tu peux juste Ouais, activer ton micro et prendre la parole pour expliquer. pas plus simple. Ouais. Juste du mal avec les veines. Ah, si t'as peur du sang, tout ça, et de faire des perfusions, c'est ça? Ok. Bah ça, je dirais que c'est un peu propre à chacun, c'est compliqué. Après, je sais qu'il y a des gens, c'est beaucoup sur eux que ça les touche, et après, une fois qu'ils font sur les autres, ça passe un peu tout seul. Après, il faut savoir qu'aussi, quand on est dedans, quand on apprend, au début, en tout cas, on se ferme un peu de tout, et on est tellement focalisé sur l'acte qu'on va faire, sur la technique, comment on va faire, pour pas faire de bêtises, tout ça, que comme et qu'on voit pas un peu ce qui se passe autour, donc c'est vrai que c'est plus facile au début à ce niveau-là, quand on se met un peu dans notre bulle. Après ça, c'est propre à chacun, c'est difficile de répondre, mais je pense qu'il faut essayer. Et puis de toute façon, tu verras bien. Tu peux rien essayer, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ben, pendant qu'il y en a qui réfléchissent peut-être à des questions, moi j'en avais une. Du coup, est-ce que les stages, ils sont rémunérés ou pas du tout? Ah oui, j'en ai pas parlé, oui. Alors les stages sont rémunérés. Alors vous attendez pas à un truc de fou, hein, qu'on se le dise. Mais les stages sont rémunérés. Si mes souvenirs sont bons, en première année, ça tourne autour de 30 euros par semaine de stage. En deuxième année, autour de 40 euros et en troisième année, autour de 50 euros. Voilà. Je sais plus les chiffres exacts, mais voilà. Donc par semaine, hein.
Et puis après, il y a les primes là qui sont mises en place avec le Ségur de la santé, donc ça va peut-être un peu augmenter dans les années à venir aussi, c'est possible. Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si tu as encore la réponse parce que, comme tu l'as dit, c'était encore pas tout à fait bien défini. Quels seraient les grands points de différence en fait entre un diplôme d'IDE classique et puis l'infirmier en pratique avancée? Quelle mission spécifique il aura? Ouais, alors en fait actuellement ils essayent nous-mêmes de nous convaincre que ça va être mieux et que, et que c'est un nouveau métier super et même nous on est un peu pessimiste là-dessus. En fait ils disent que on sera là un peu pour décharger les médecins. Ouais, en gros ça sera notre rôle principal. C'est-à-dire que par exemple sur des patients chroniques, le médecin il va pouvoir dire ben là la prochaine fois vous n'allez pas en consultation avec moi, vous allez en consultation avec l'IPA. En fait elle sera capable de renouveler des ordonnances. Elle sera en capacité aussi de faire un examen clinique de première intention, enfin un peu classique. Et par contre, à tout, enfin, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, elle redirige directement le patient vers le médecin. C'est-à-dire que l'IPA, en fait, il y a quatre grandes familles et elle va surtout faire du chronique. Elle va faire du chronique sur tout ce qui est pathologie psychiatrique. Elle a aussi une spécialisation, elle peut se spécialiser en oncologie, en néphrologie. Et la dernière, c'est le chronique un peu généralisé, tout ce qui est insuffisance cardiaque, un peu ce qu'on retrouve le plus souvent, quoi. D'accord. En fait, c'est les gros soucis de santé publique. Elle fait beaucoup de santé publique. Et puis en oncologie, par exemple, l'infirmière du CHU de Besançon, elle a créé un espèce de nouvel hôpital de jour qu'elle s'occupe elle-même, où elle prend les patients en charge toute la journée, que ça soit dans les soins pour les chimios, mais aussi dans les soins de support, donc tout ce qu'il y a autour de la chimio, quoi. En gros, voilà, c'est ça qui est mis en place un peu maintenant, mais c'est encore D'accord, pas ok. très défini. Je vois pas d'autres questions là. Mais enfin voilà, en tout cas, sachez que s'il y a des questions qui vous reviennent plus tard ou que juste il y a un petit peu trop de monde pour que vous ayez envie de les poser, tout ça, bah, surtout n'hésitez pas du coup de 18h à 20h. Sur Discord, du coup, il y a des tuteurs qui seront là enfin, voilà, pour répondre à vos questions, pour parler d'orientation et tout, des spé que vous avez envie de prendre, de si c'est cumulable, etc. Après, si vous avez une quelconque interrogation, tout ça, juste une envie de papoter, voilà, n'hésitez pas à venir ce soir, on sera là pour ça aussi. Mais là, il y a Fanny qui est hyper présente, alors allez-y, si vous voulez, là, dans les 5 Ouais, minutes qui arrivent, balancez vos questions. n'hésitez pas. J'imagine que si rien n'est venu entre-temps, c'est que c'est tout bon. Donc, Fanny, merci pour ton intervention. C'était vraiment très chouette Merci à et vous. très complet. Merci à tous pour votre attention et pour m'avoir écouté. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a maintenant la nouvelle spécialiste au tutorat aussi, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils seront là pour vous répondre. Et ben voilà, et ben bonne après-midi à tous. Merci à toi. Salut. Merci. Merci, salut. Salut.